La fille trop humble, qui accueille un homme ivre sans savoir qu'il est un millionnaire abandonné qui, si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Marie serra son manteau contre son corps tandis qu'elle marchait rapidement dans les rues désertes du centre-ville. Le vent froid de janvier coupait son visage, mais elle était déjà habituée à ce trajet après son service de nuit à la boulangerie ouverte 24 heures sur 24. Ses pensées vagabondaient entre les factures du mois, les frais universitaires en retard pour ses études d'infirmière et les médicaments de son petit frère Luc qu'il fallait acheter la semaine suivante. Depuis que sa grand-mère Bernadette avait pris en charge leur éducation, la vie n'avait jamais été facile. Maintenant, à 23 ans, Marie portait sur ses épaules la responsabilité de maintenir le foyer et de s'occuper de son frère qui, à 16 ans, affrontait une maladie auto-immune nécessitant un traitement constant. Entre les doubles services à la boulangerie et les cours du soir à l'université, elle puisait son énergie dans l'espoir qu'un jour, elle pourrait travailler comme infirmière et offrir une vie meilleure à sa petite famille. En traversant l'avenue Saint-Jean, quelque chose attira son attention. Un homme était assis sur le trottoir adossé à une vitrine fermée, la tête baissée entre les genoux. Il portait un costume qui semblait coûteux, même tout froissé, et tenait un bouquet de roses fanées. Marie hésita. À cette heure, tardive, s'approcher d'un inconnu pouvait être dangereux. Mais il y avait quelque chose de différent dans cette scène. L'homme sanglotait doucement, un pleur contenu qui révélait plus qu'une simple ivresse. C'était le son de quelqu'un, complètement dévasté. Marie pensa à sa grand-mère, qui disait toujours que la bonté engendre la bonté. Elle respira profondément et s'approcha avec précaution. « Monsieur, vous allez bien? Avez-vous besoin d'aide » L'homme leva lentement le visage. Il semblait avoir une trentaine d'années, et ses yeux rouges et gonflés trahissaient qu'il pleurait depuis des heures. Il tenta de se lever, chancelant, mais ses jambes faiblirent. Marie le soutint instinctivement. « Je ne sais pas où je suis, » murmura-t-il, la voix rauque et brisée. « J'ai tout perdu, tout. » Marie sortit de son sac une bouteille d'eau qu'elle transportait toujours pour le travail et la lui offrit. L'homme but à petites gorgées, les mains légèrement tremblantes. Pendant ce temps, elle observa mieux ses traits. Il y avait quelque chose de vaguement familier chez lui, comme si elle l'avait déjà vu quelque part. « Puis-je appeler quelqu'un pour vous? Famille, amis ?» Il secoua négativement la tête, un sourire amer se formant sur ses lèvres. « Je n'ai personne. Plus maintenant. » Marie regarda sa montre. Il était déjà plus de 3 heures du matin, et elle devait se réveiller à 6 heures pour préparer le petit déjeuner de Luc avant l'école. Mais quelque chose dans son cœur ne lui permettait pas d'abandonner cet homme-là dans cet état. « Je vais appeler une voiture pour vous emmener à un hôtel, d'accord? Il doit y en avoir un avec des chambres disponibles près d'ici. » Elle ouvrit l'application sur son téléphone, consciente que cette course consommerait le dernier argent qu'elle avait sur son compte jusqu'à la prochaine paie. L'homme tenta de protester faiblement, mais Marie avait déjà confirmé le trajet. « Ne vous inquiétez pas de me rembourser. Parfois, nous avons tous besoin d'une main amie, » dit-elle, l'aidant à se lever quand la voiture arriva. Elle écrivit rapidement un mot sur un morceau de papier du bloc qu'elle utilisait pour noter les commandes à la boulangerie. « J'espère que demain sera un jour meilleur. Courage. » Tandis que la voiture s'éloignait, Marie reprit sa marche vers la maison, maintenant plus longue sans argent pour le transport. Elle n'imaginait pas que ce petit geste de bonté changerait à jamais le cours de sa vie, ni que l'homme qu'elle venait d'aider était Édouard Mercier, le célèbre entrepreneur qui, quelques heures plus tôt, avait été au centre du plus grand scandale de la haute société parisienne. Édouard Mercier se réveilla avec la tête lancinante dans la chambre simple de l'hôtel. Pendant un moment, il fut désorienté, jusqu'à ce que les souvenirs de la nuit précédente commencent à revenir comme des flashbacks douloureux. L'hôtel décoré de fleurs coûteuses, des centaines d'invités en attente, des caméras partout transmettant en direct ce qui aurait dû être le mariage de l'année. Et puis, le moment où tout s'est effondré. C'était une impulsion incontrôlable. Des années à maintenir les apparences, à suivre le scénario parfait que d'autres avaient écrit pour sa vie. Il avait construit un empire dans le monde financier, était en couverture des magazines d'affaires, exemple de réussite. Le mariage, avec Hélène Rothschild, aurait été la cerise. Sur le gâteau,
l'union de deux des familles les plus influentes du pays. Mais en voyant Hélène marcher dans l'allée de l'église, radieuse dans sa robe à un demi-million d'euros, quelque chose en lui explosa. Les mots sortirent avant qu'il ne puisse les retenir. « Je ne peux pas faire ça », sa voix résonna dans le microphone. « Tout ceci est une farce. Chaque sourire, chaque photo, chaque titre. Nous ne sommes que des pièces dans un jeu d'intérêt. Il n'y a pas d'amour ici. Il n'y en a jamais eu. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Les flashs des caméras s'intensifièrent, capturant chaque seconde de son effondrement public. Hélène, parfaitement entraînée pour les situations de crise, maintint son sourire figé tandis que des larmes coulaient sur son visage maquillé. Édouard jeta son téléphone sur le lit de l'hôtel. Les notifications ne cessèrent d'arriver. La vidéo de son discours avait déjà des millions de vues. Les commentaires sur les réseaux sociaux variaient entre ridicule et théories conspirationnistes sur son état mental. Certains spéculaient sur l'usage de drogue, d'autres sur une supposée liaison secrète. C'est alors qu'il remarqua le petit papier plié sur la table de nuit. L'écriture était délicate mais ferme. « J'espère que demain sera un jour meilleur. Courage !» Il se souvint alors de la jeune femme de la nuit précédente. Au milieu de son moment le plus vulnérable, une parfaite inconnue lui avait tendu la main sans rien demander en retour. Il s'assit sur le lit, passant ses doigts dans ses cheveux décoiffés. Pour la première fois depuis des années, il n'avait pas d'agenda rempli de rendez-vous, il n'avait pas besoin de maintenir les apparences, il n'avait pas à suivre le script de quiconque. C'était effrayant et, en même temps, étrangement libérateur. Il se leva et alla à la fenêtre. L'hôtel se trouvait dans un quartier simple de la ville, bien différent des endroits qu'il fréquentait habituellement. Dans la rue, des gens ordinaires commençaient leur routine quotidienne. Une dame balayait le trottoir devant sa boutique, un livreur pédalait avec hâte, des étudiants attendirent le bus au coin de la rue. Édouard reprit le billet laissé par la jeune femme. Il n'arrivait pas à se souvenir précisément de son visage. La nuit précédente était un flou confus dans son esprit. Mais il se rappelait de sa voix douce, du geste d'offrir de l'eau, de la préoccupation sincère dans ses yeux. Il prit une décision. Il ne retournerait pas dans son penthouse au jardin, ne répondrait pas aux centaines de messages sur son téléphone, ne donnerait pas d'explications à la presse. Il avait besoin de comprendre qui il était quand il enlevait tous les masques sociaux, tous les titres, tout l'argent. Et pour une raison qu'il ne comprenait pas encore complètement, il sentait qu'il devait retrouver cette jeune femme. Il prit une longue douche, enfila les mêmes vêtements que la veille, il n'avait pas d'autres options, et descendit prendre son petit déjeuner dans le petit restaurant de l'hôtel. Tout en observant l'agitation de la rue à travers la vitre, il commença à élaborer un plan. Il savait qu'il serait facilement reconnu s'il se promenait en ville en étant lui-même. Mais et s'il créait une nouvelle identité temporaire? Quelqu'un d'ordinaire, sans le poids du nom Mercier, sans tout le bagage d'attentes et de jugements. Marie arriva chez elle épuisée après la longue marche. Le petit appartement au 3e étage était silencieux, mais une lumière douce, venant de la cuisine, révélait qu'elle n'était pas la seule éveillée. Elle trouva sa grand-mère Bernadette préparant du thé, comme elle le faisait toujours quand l'insomnie frappait. « Tu as tardé aujourd'hui, ma fille », commenta la vieille dame, posant une tasse supplémentaire sur la table. L'arôme réconfortant de camomille remplit l'environnement. « J'ai dû aider quelqu'un dans la rue, mamie », répondit Marie, s'asseyant et acceptant le thé offert. « J'ai dépensé l'argent du transport, mais je ne pouvais pas laisser cet homme là-bas dans cet état. » Bernadette sourit, ses yeux fatigués brillants de fierté. « Tu as le cœur comme ton père. » Lui aussi ne pouvait voir personne avoir besoin d'aide sans faire quelque chose. Marie sirota son thé, pensive. Elle se souvenait à peine de son père, parti quand elle avait seulement 5 ans. Luc ne l'avait même pas connu. Mais les histoires que racontait sa grand-mère gardaient sa mémoire vivante, surtout celle sur son dévouement comme infirmier et son désir de faire la différence dans la vie des gens. « Comment va Luc ?» demanda-t-elle, changeant de sujet. « Il a eu un peu de fièvre plus tôt, mais c'est passé. Il dort maintenant, » répondit Bernadette, son expression s'adoucissant en parlant de son petit-fils. « Marie, tu ne peux pas continuer à ce rythme. Travailler de nuit, l'université, s'occuper de la maison, c'est trop de poids à porter seul. Et quelle est l'alternative, mamie? Les médicaments de Luc sont chers, l'université aussi. Si j'abandonne maintenant, personne ne parle d'abandonner.
Bernadette l'interrompit doucement. Mais peut-être pouvons-nous trouver un chemin moins lourd. As-tu pensé à chercher une bourse d'études ou essayer un stage rémunéré dans le domaine? Marie soupira. Elle avait déjà essayé toutes ces alternatives. Les bourses étaient très disputées et les stages payaient moins que son travail à la boulangerie. De plus, elle avait besoin d'un horaire flexible pour pouvoir accompagner Luc aux consultations médicales. Le son léger de pas interrompit la conversation. Luc apparut à la porte de la cuisine, le visage encore marqué par le sommeil. À 16, il était grand et mince, avec les mêmes yeux expressifs que sa sœur. « Je n'arrive pas à dormir », murmura-t-il, s'asseyant avec elle à table. « Et tu rentres tard encore, Marie ?» Marie tendit la main, ébouriffant affectueusement les cheveux de son frère. « J'ai juste eu un imprévu aujourd'hui. Comment te sens-tu ?»« Mieux », répondit-il, mais son ton ne convainquit personne. « Hé, tu as vu cette histoire du mariage de l'entrepreneur ? C'est partout. Le gars a simplement pété un câble à l'hôtel, a dit que tout était un mensonge et a disparu. » Marie fronça les sourcils, un éclair de reconnaissance traversant son esprit. « Est-ce que… » Non, ce serait trop de coïncidences. Elle prit son téléphone et chercha rapidement les nouvelles sur l'événement. Son cœur s'accéléra en voyant les photos. L'homme qu'elle avait aidé quelques heures plus tôt était Édouard Mercier, le milliardaire qui avait abandonné son propre mariage. « Mon Dieu », murmura-t-elle, attirant l'attention de sa grand-mère et de son frère. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Luc, curieux. Marie hésita un moment avant de raconter sa rencontre nocturne. Au fur et à mesure qu'elle narrait les événements, elle voyait les yeux de son frère s'élargir de surprise et d'admiration. « Tu as aidé Édouard Mercier ?»« Le Édouard Mercier ?» répétait Luc, incrédule. « Marie, c'est incroyable. Tu dois le raconter à la presse, ça va faire les gros titres. »« Non », répondit fermement Marie. « Je ne vais pas exposer quelqu'un qui était dans un moment vulnérable. Il n'a pas besoin de plus de personnes exploitant sa souffrance. » Bernadette sourit, fière de sa petite fille. « C'est comme ça qu'on fait, ma fille. La vraie bonté ne demande pas les projecteurs. » Marie finit son thé, sentant la fatigue peser encore plus sur ses épaules. Cette histoire ferait certainement les manchettes sensationnalistes, mais elle n'en ferait pas partie. Le geste d'aide avait été authentique, sans arrière-pensée, et il le resterait. Une semaine passa depuis la nuit de la rencontre inattendue. Marie continuait sa routine à la boulangerie 24h24, équilibrant des plateaux de pain frais et servant du café aux clients nocturnes. L'activité était tranquille ce mardi-là, lui permettant d'avancer dans la lecture d'un texte sur l'anatomie pour l'examen de l'université. « Marie, il y a un nouveau client à la table 5, » avertit Madame Josette, la cuisinière qui travaillait là depuis plus de 2 décennies. « C'est déjà la 3e fois qu'il vient cette semaine, toujours pendant ton service. » Marie leva les yeux de son livre, curieuse. À la table indiquée, un homme d'environ 35 ans lisait un journal. Il portait des lunettes à monture épaisse, une casquette discrète et des vêtements simples, jean, t-shirt blanc et une veste de survêtement grise. Il y avait quelque chose de familier dans son profil, mais elle n'arrivait pas à préciser quoi. « Je vais le servir, » dit-elle, rangeant le livre sous le comptoir. Elle s'approcha de la table avec son bloc de commande. L'homme baissa le journal, révélant un sourire aimable. Ses yeux, derrière les verres des lunettes, semblèrent l'étudier avec intensité. « Bonsoir », salua-t-elle. « Que désirez-vous ?»« Un café au lait et une tartine grillée, s'il vous plaît », demanda-t-il, sa voix modulée sur un ton tranquille. « Vous travaillez toujours à cet horaire ?» La question, bien que décontractée, mit Marie légèrement sur ses gardes. Les années de travail nocturne lui avaient appris à être prudente avec les clients trop curieux. « Les horaires varient », répondit-elle diplomatiquement, notant la commande. « Autre chose ?»« En fait, oui. » Il hésita un moment. « Vous êtes étudiante en soins infirmiers, n'est-ce pas? J'ai vu votre livre d'anatomie. » Marie acquiesça, surprise par l'observation. L'homme continua. « Vous savez, je m'intéresse beaucoup au domaine de la santé. J'ai toujours voulu mieux comprendre le travail des professionnels qui prennent soin des gens. » Quelque chose dans sa façon de parler transmettait de la sincérité. Marie se détendit un peu, se permettant d'engager la conversation pendant qu'elle attendait que la commande soit prête. « C'est une profession exigeante mais très gratifiante, » commenta-t-elle. « Vous travaillez dans le domaine ?»« Pas exactement, » répondit-il, un sourire énigmatique jouant sur ses lèvres. « Disons que je suis dans un moment de
redécouverte professionnelle. La commande fut prête et Marie la servit. Durant le reste de son service, elle observa discrètement le client, mystérieux. Il resta près de 2 heures, alternant entre la lecture du journal et des notes dans un petit carnet. Occasionnellement, leurs regards se croisaient et il offrait toujours un sourire poli. Quand il se leva pour payer l'addition, il laissa un pourboire généreux et un billet plié avec l'argent. « Merci pour votre attention, votre dévouement aux études est admirable. » Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner familial, Luc remarqua sa sœur pensive. « Il s'est passé quelque chose au travail ?» demanda-t-il, tout en prenant ses médicaments. Marie raconta l'histoire du client mystérieux, sa curiosité sur l'université et le billet. Luc écouta attentivement, une lueur de reconnaissance passant dans ses yeux, mais il garda le silence. « C'est peut-être juste quelqu'un qui cherche de la compagnie », suggéra Bernadette, servant plus de café. « La nuit peut être très solitaire. » Marie acquiesça, mais n'arrivait pas à chasser la sensation qu'il y avait quelque chose de plus dans cette histoire. L'homme semblait trop familier, comme si elle le connaissait déjà d'un autre endroit. Mais d'où? Son esprit revint à la nuit où elle avait aidé Édouard Mercier, mais elle écarta rapidement cette idée. Ce serait trop de coïncidences. Ce qu'elle ne savait pas, c'était que Luc, en voyant une photo de l'entrepreneur sur son téléphone ce matin-là, avait immédiatement reconnu le client mystérieux de la boulangerie. Mais il décida de garder cette information pour lui, pressentant qu'il y avait une raison plus importante derrière ce déguisement. Les visites du client mystérieux à la boulangerie devinrent de plus en plus fréquentes au cours des semaines suivantes. Édouard, se présentant simplement comme André, trouva dans les nuits calmes le refuge parfait pour sa transformation personnelle. À chaque conversation avec Marie, il découvrait une nouvelle perspective sur la vie, si différente du monde, artificiel dans lequel il avait vécu jusqu'alors. Une nuit particulièrement tranquille, alors que peu de clients occupaient les tables, Marie confia ses préoccupations concernant les frais universitaires en retard. 3 mois de retard, soupira-t-elle, servant plus de café à André. Si je n'arrive pas à un accord d'ici la semaine prochaine, je vais devoir suspendre mes études. Édouard sentit un pincement au cœur. Il était là, avec des millions sur ses comptes bancaires, écoutant quelqu'un de si dévoué devoir abandonner ses rêves pour des questions financières. N'y a-t-il aucune possibilité de bourse ou un programme de financement ? Demanda-t-il, essayant de maintenir un ton décontracté. « J'ai tout essayé, » répondit Marie, un sourire fatigué sur ses lèvres. « Mais avec les dépenses du traitement de mon frère, il m'est impossible d'assumer plus de dettes. Vous savez ce qui est le plus ironique. Hier même, j'ai géré une urgence ici à la boulangerie. Un monsieur a fait un malaise, tension élevée. J'ai pu l'aider parce que je me souviens des cours de premier secours. C'est frustrant de savoir que j'ai la vocation pour ça, mais... » Elle interrompit sa phrase en voyant de nouveaux clients entrer. Édouard observa tandis qu'elle s'éloignait, efficace et professionnelle, sans laisser transparaître ses préoccupations personnelles. Cette capacité à rester forte face à l'adversité l'impressionnait de plus en plus. Le lendemain, Marie fut appelée au secrétariat de l'université. À sa surprise, on l'informa que ses frais en retard avaient été payés par un donateur anonyme, qui avait également laissé le semestre suivant payé d'avance. « Il doit y avoir une erreur », insista-t-elle incrédule. « Il n'y a pas d'erreur. Mademoiselle Martin, » assura la secrétaire, montrant les reçus. Le donateur a demandé l'anonymat, mais a laissé un message « Continuez à être une lumière dans la vie des autres ». Marie s'assit sur les marches de l'université, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Qui aurait pu faire cela? Sa pensée vola vers André, le client mystérieux, mais elle écarta l'idée. Il semblait être une personne ordinaire, comme elle. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle trouva Luc regardant un reportage sur Édouard Mercier. L'entrepreneur avait complètement disparu des projecteurs depuis l'incident du mariage, générant des spéculations sur son sort. On dit qu'il a eu une dépression nerveuse, commenta Luc, observant attentivement la réaction de sa sœur. Mais je pense qu'il était juste fatigué de prétendre être ce qu'il n'était pas. Marie s'assit à côté de son frère, ses yeux fixés sur la photo d'Édouard à la télévision. Il y avait quelque chose de familier dans ce visage, quelque chose qui la dérangeait, mais elle n'arrivait pas à préciser quoi. « Parfois, les gens ont besoin de se perdre pour se retrouver, » répondit-elle pensive. «
Luc sourit, gardant pour lui le secret qu'il avait découvert. Il connaissait suffisamment sa sœur pour savoir qu'elle s'éloignerait si elle découvrait la véritable identité du client mystérieux. Et pour la première fois depuis longtemps, il voyait Marie plus légère, presque heureuse. À la boulangerie, les conversations entre Marie et André s'approfondissaient. Il écoutait attentivement ses histoires sur les études, sur les défis de s'occuper de son frère malade, sur ses rêves de devenir infirmière. En échange, il partageait des réflexions sur la vie, le but et l'authenticité, toujours prudent pour ne pas révéler de détails qui pourraient dénoncer sa véritable identité. Un soir, tandis qu'elle lui racontait un projet social qu'elle avait découvert dans le quartier, Édouard réalisa qu'il devenait de plus en plus difficile de maintenir la mascarade. Ce n'était pas seulement la culpabilité de mentir sur qui il était, mais un besoin croissant d'être honnête avec quelqu'un qui lui montrait tant de sincérité. L'automne touchait à sa fin lorsque Hélène Rothschild décida de réapparaître dans les médias. Une interview exclusive pour un magazine de célébrités dépeignait un portrait émouvant de la fiancée abandonnée à l'hôtel. Les photos la montraient élégante dans son penthouse, le regard mélancolique parfaitement calculé pour les caméras. Édouard était sous beaucoup de pression, déclara-t-elle, ses mots soigneusement choisis. Le poids de gérer un empire peut parfois être trop lourd. Je suis ici, attendant son retour, prête à recommencer. Le reportage devint instantanément viral. Sur les réseaux sociaux, l'opinion publique commençait à changer. La vidéo de l'effondrement d'Édouard à l'hôtel était maintenant analysée sous une nouvelle perspective. Non plus comme un scandale, mais comme un acte de courage de quelqu'un qui a refusé de vivre un mensonge. Luc suivait tout avec une attention redoublée. Il observait les interactions entre sa sœur et André à la boulangerie, notant comment l'entrepreneur déguisé semblait de plus en plus authentique dans ses conversations. Ce n'était plus l'homme poli et artificiel des magazines d'affaires. Ses sourires étaient réels, ses mots sincères. Un après-midi, alors que Marie était à l'université, Luc eut une crise plus forte. Sa tension chuta drastiquement et Bernadette dut appeler une ambulance. À l'hôpital, pendant les examens de routine, une infirmière commenta que leur assurance maladie avait été mise à jour vers une catégorie supérieure. « C'était un don anonyme », expliqua l'employé. « Cela s'est produit il y a quelques semaines. Maintenant, vous avez une couverture pour des traitements plus spécifiques et des médicaments coûteux. » Bernadette regarda Luc, qui feignit la surprise. Il savait exactement qui était derrière ce geste, mais garda le secret. Sa loyauté n'était pas seulement pour protéger l'identité d'Édouard. C'était aussi pour préserver la pureté de la relation qui se développait entre lui et sa sœur. À la boulangerie, Marie continuait sa routine, maintenant avec un poids en moins sur les épaules. Les frais universitaires payés, une meilleure assurance maladie pour Luc, de petites bénédictions qu'elle attribuait à un ange anonyme. Dans ses conversations avec André, elle trouvait de plus en plus de réconfort et de complicité. « Vous savez ce qui est drôle ?» commenta-t-elle une nuit en essuyant le comptoir. « Depuis que j'ai commencé à travailler ici, j'ai appris que les personnes les plus intéressantes apparaissent après minuit. C'est comme si la nuit permettait à tous d'être plus vrais. » Édouard ajusta ses fausses lunettes, sentant le poids de cette observation. « Et vous vous sentez aussi plus vrai pendant la nuit ?»« Peut-être, » sourit-elle pensive. « Ou peut-être que j'ai juste trouvé quelqu'un qui sait vraiment écouter. » Le moment fut interrompu par Madame Josette, qui arriva précipitamment de la cuisine. « Marie, téléphone. C'est de l'hôpital à propos de ton frère. » Le visage de Marie pâlit instantanément. Édouard se leva, inquiet, mais elle courait déjà pour répondre au téléphone. Quelques minutes plus tard, elle revint visiblement bouleversée. « Luc a eu une crise, » expliqua-t-elle rapidement, détachant son tablier. « Je dois aller à l'hôpital maintenant. »« Je t'emmène, » proposa Édouard sans réfléchir. « Ce n'est pas nécessaire, je... »« S'il te plaît, » insista-t-il, sa voix plus ferme. « Ce n'est pas le moment d'économiser sur le transport. » Sur le chemin de l'hôpital, Marie était si préoccupée par son frère qu'elle remarqua à peine quand Édouard donna des instructions précises au chauffeur sans avoir besoin de l'adresse. Elle ne remarqua pas non plus, quand il se déplaça, dans l'hôpital avec la familiarité de quelqu'un qui connaissait bien les lieux. Ce fut Luc qui, en voyant le client mystérieux de la boulangerie entrer dans la chambre d'hôpital aux côtés de sa sœur, échangea avec lui un regard de compréhension mutuelle.
Un accord silencieux s'établit à ce moment. Certaines vérités devaient attendre le bon moment pour être révélées. L'incident à l'hôpital marqua un changement subtil dans la relation entre Marie et André. Elle commença à remarquer de petits détails qui passaient auparavant inaperçus. La façon dont il semblait connaître chaque couloir de l'hôpital, comment le personnel le regardait avec un mélange de reconnaissance et de discrétion. Comment il parvenait à accélérer des procédures qui prendraient normalement des heures. Un après-midi particulièrement chargé aux urgences, alors qu'ils attendaient les résultats des examens de Luc, Marie observait André conversant à voix basse avec un médecin dans le couloir. Il y avait un naturel dans son maintien, une autorité voilée qui ne correspondait pas à l'image du simple client de la boulangerie. « Vous connaissez bien cet hôpital », commenta-t-elle quand il revint s'asseoir à ses côtés dans la salle d'attente. Édouard ajusta ses fausses lunettes, un geste qui était devenu habituel. « Disons que j'ai déjà passé beaucoup de temps ici », répondit-il avec prudence. « J'ai appris que les hôpitaux sont des endroits où les masques sociaux ont tendance à tomber. » Marie acquiesça pensive. « Vous savez ce qui est curieux ? Depuis que vous êtes apparu à la boulangerie, des choses inexplicables ont commencé à se produire. L'université payée, l'assurance maladie de Luc améliorée, même certains équipements nouveaux que l'hôpital a mystérieusement reçus. » Édouard sentit son cœur s'accélérer, mais maintint une expression neutre. « Parfois, l'univers conspire en notre faveur, dit-il, essayant de détourner le sujet. « Ou parfois, nous avons des anges déguisés parmi nous, répondit-elle, ses yeux fixés sur lui avec une intensité différente. Le moment fut interrompu par l'arrivée de Bernadette, apportant du café pour tous. La grand-mère de Marie avait développé une affection particulière pour André, reconnaissant en lui une préoccupation sincère pour sa famille. « Le médecin a dit que Luc peut rentrer à la maison demain », informa Bernadette s'asseyant avec eux. « C'est incroyable comme le nouveau traitement fait la différence. » Marie observa l'interaction entre sa grand-mère et André, remarquant comme il semblait parfaitement à l'aise avec cette simplicité, comme si là, dans cette salle d'attente d'hôpital public, il avait trouvé quelque chose qu'il cherchait depuis longtemps. Pendant ce temps, dans la chambre, Luc naviguait sur son téléphone, suivant les dernières nouvelles sur Édouard Mercier. La presse spéculait sur de grands changements dans ses entreprises, des dons significatifs aux hôpitaux, des investissements dans des projets sociaux, une restructuration complète de ses affaires que personne ne pouvait expliquer. « Sa transformation a commencé cette nuit-là », murmura Luc pour lui-même, se rappelant l'histoire que Marie avait racontée sur l'aide à un inconnu dans la rue. « Et ma sœur n'imagine même pas que c'est elle qui a planté la graine. » Il était déjà minuit passé quand Marie parvint enfin à convaincre sa grand-mère de rentrer se reposer. André insista pour rester, prétextant qu'il pourrait travailler à distance le lendemain. « Vous n'avez pas besoin de faire cela, » dit Marie, après le départ de Bernadette. « Vous avez déjà tant fait pour nous. »« Je ne fais rien de plus que ce que n'importe quel ami ferait, » répondit-il. Et pour la première fois, sa voix trembla légèrement sur le mot « ami ». Marie s'assit dans le fauteuil à côté de lui, la fatigue se manifestant enfin après des heures d'inquiétude. Sans s'en rendre compte, elle appuya sa tête sur l'épaule de André, ses yeux lourds de sommeil. « Vous savez ce qui est drôle ?» murmura-t-elle, déjà presque endormie. « Vous me rappelez quelqu'un que j'ai aidé une fois, lors d'une nuit comme celle-ci, quelqu'un qui semblait aussi être à la recherche de son vrai moi. » Édouard resta immobile, son cœur battant fort. Marie s'endormit avant qu'il ne puisse répondre, mais ses paroles résonnèrent dans son esprit durant toute la nuit. La vérité était de plus en plus proche d'éclater, et il savait qu'il devait trouver un moyen de la révéler sans briser la confiance qu'il avait gagnée. La nouvelle arriva comme un tsunami sur les réseaux sociaux. Édouard Mercier avait transféré le contrôle de ses entreprises à un conseil d'administration indépendant, consacrant une grande partie de ses ressources à des projets sociaux. La décision causa fureur dans le monde financier et révolte parmi ses anciens associés. Hélène Rothschild donna une nouvelle interview, changeant complètement son discours cette fois. « Édouard n'est clairement pas dans son état normal », déclara-t-elle, son masque de fiancée compréhensive, cédant la place à l'indignation. Abandonner un empire construit par des générations, c'est une insulte à la mémoire de sa famille. À la Gia, boulangerie, l'activité était particulièrement animée ce soir-là.
Marie, partagée entre servir les clients et suivre les nouvelles sur son téléphone, ressentait une connexion inexplicable avec cette histoire. Les reportages montraient d'anciennes photos d'Édouard Mercier lors d'événements sociaux, toujours impeccable dans ses costumes coûteux, toujours arborant ce sourire qu'elle reconnaissait maintenant comme vide. André n'apparut pas cette nuit-là, ni la suivante. Son absence laissa un vide que Marie ne s'attendait pas à ressentir si intensément. Les nuits semblaient plus longues, les conversations avec d'autres clients plus superficielles. Peut-être a-t-il dû voyager, suggéra Madame Josette, remarquant l'inquiétude de Marie. Ce jeune homme a quelque chose de spécial dans le regard, tu sais, comme quelqu'un qui porte un beau secret. À la maison, Luc suivait tout en silence. Il vit quand sa sœur, pendant une pause au travail, regarda pour la 10e fois la vidéo du mariage interrompu. Il observa comment elle arrêtait l'image au moment exact où Édouard Mercier disait « Il n'y a pas d'amour ici. Il n'y en a jamais. Il te manque, n'est-ce pas ?» demanda Luc un soir, tandis que Marie rangeait ses livres universitaires. « Qui ?»« André. Sa façon de t'écouter, comme si chacun de tes mots était important. » Marie arrêta ce qu'elle faisait, un soupir s'échappant de ses lèvres. « Parfois, j'ai l'impression de le connaître depuis bien plus longtemps. Comme si vous vous étiez déjà rencontrés avant. » Compléta Luc, une lueur significative dans son regard. Avant que Marie ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un message. C'était de l'hôpital où elle faisait du bénévolat. Une urgence. Ils avaient un besoin de soutien. Elle se prépara rapidement. La conversation avec Luc momentanément oubliée. À l'hôpital, l'urgence était un cas d'épuisement. Un homme s'était évanoui pendant une réunion importante. Marie entra dans la chambre désignée, ses mains déjà occupées avec l'équipement pour vérifier les signes vitaux. Son cœur faillit s'arrêter quand elle vit qui était dans le lit. Là, sans les fausses lunettes, sans la casquette discrète, sans le déguisement soigneusement construit, se trouvait Édouard Mercier, ou André, ou qui qu'il soit réellement. Il ouvrit lentement les yeux, fixant son visage. Pendant un moment, aucun des deux ne bougea. Le silence dans la chambre était dense, chargé de vérités non dites et de reconnaissance mutuelle. « Je savais que je vous trouverais ici », finit-il par dire, sa voix rauque. « L'univers a un sens de l'humour particulier. Vous ne trouvez pas ?» Marie resta immobile, ses mains tenant toujours le tensiomètre. Des milliers de pensées traversèrent son esprit. Chaque conversation à la boulangerie, chaque geste d'aide mystérieuse, chaque moment où elle avait senti qu'il y avait quelque chose de familier chez ce client spécial. Marie sentit le poids du silence dans la chambre d'hôpital. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'elle effectuait les procédures de routine, évitant de croiser le regard d'Édouard. Chaque geste professionnel était une tentative de retarder l'inévitable, confrontation avec la vérité qui était maintenant évidente devant elle. « Pourquoi ?» demanda-t-elle finalement, sa voix basse mais ferme. « Pourquoi toute cette mise en scène ?» Édouard s'ajusta dans le lit, sentant la fragilité du moment. « Parce que pour la première fois de ma vie, quelqu'un m'a vu comme une personne, pas comme un compte bancaire ou un titre d'entrepreneur. Cette nuit-là, quand vous m'avez aidé sans savoir qui j'étais, quelque chose a changé en moi. Alors vous avez décidé de jouer les gens ordinaires, de faire une expérience sociale avec ma famille ?» L'amertume s'échappait entre ses mots contenus. « Non », protesta-t-il, essayant de s'asseoir. « Marie, j'avais besoin de comprendre ce que c'était d'être authentique, de construire des liens réels. Chaque moment à la boulangerie, chaque conversation, chaque rire, tout était sincère. » Marie termina de noter les signes vitaux sur la fiche, ses mains maintenant plus fermes que son cœur. Les dons anonymes, l'assurance maladie de Luc, l'université, c'était tout vous ? Édouard acquiesça lentement. « Je ne l'ai pas fait. Par charité ou pitié. Je l'ai fait parce que pour la première fois de ma vie, j'ai compris la valeur réelle de l'argent. Pas pour acheter du statut ou du pouvoir, mais pour faire la différence dans la vie de personnes qui méritent une chance. Et maintenant, que se passe-t-il maintenant que votre déguisement est tombé ?» demanda-t-elle, trouvant enfin ses yeux. « Cela dépend de vous, » répondit-il doucement. « Mais avant que vous ne décidiez quoi que ce soit, je dois vous faire connaître toute la vérité. » Édouard commença alors à raconter les changements qu'il avait mis en œuvre dans ses entreprises, comment chaque conversation avec Marie à la boulangerie avait inspiré une nouvelle initiative sociale. Un centre de soutien pour les familles avec enfants malades,
inspiré par l'histoire de Luc. Des bourses d'études pour les étudiants en soins infirmiers qui travaillaient pour subvenir aux besoins de leur famille. Des programmes de formation professionnelle pour les personnes en situation vulnérable. Chaque projet est né de quelque chose que j'ai appris de vous, expliqua-t-il. Votre force, votre dignité, votre capacité à voir la beauté même dans les nuits les plus difficiles. Vous m'avez enseigné plus sur l'humanité que toutes mes années d'éducation privilégiée. Marie s'assit sur la chaise à côté du lit, absorbant chaque mot. Elle se souvint de toutes les fois où André avait posé des questions spécifiques sur les problèmes du quartier, sur les difficultés que ses camarades d'université rencontraient, sur les besoins de l'hôpital. Luc savait, n'est-ce pas? Demanda-t-elle, une soudaine compréhension apparaissant. Édouard sourit légèrement. Votre frère est très perspicace. Il m'a reconnu dès les premières visites à la boulangerie, mais il a compris ce que j'essayais de faire. Il a gardé le secret non pour moi, mais pour vous. Un léger coup à la porte interrompit la conversation. C'était Bernadette, qui avait été appelée par l'hôpital. La vieille dame s'arrêta à l'entrée de la chambre, ses yeux sages alternant entre sa petite fille et Édouard. Alors finalement les masques sont tombés, commenta-t-elle avec un sourire serein. Vous savez, mon garçon, parfois nous devons nous perdre complètement pour nous retrouver vraiment. Marie regarda sa grand-mère, surprise. Vous saviez aussi. Je ne savais pas qui il était spécifiquement, répondit Bernadette, s'approchant. Mais j'ai reconnu en lui quelque chose que j'ai vu souvent dans la vie. Quelqu'un cherchant son vrai nord. Et j'ai vu comment vous vous transformiez tous les deux, l'un à travers l'autre. Édouard sentit des larmes se former dans ses yeux. Madame Bernadette, pardonnez-moi d'avoir menti. Vous avez menti sur votre nom et votre position, l'interrompit-elle doucement. Mais vous avez été sincère dans tout ce qui importait. Vraiment, j'ai vu comment vous regardiez ma petite fille, comment vous vous inquiétiez pour Luc, comment vous respectiez notre simplicité. Ça ne se feint pas. Les jours qui suivirent furent de profondes réflexions pour Marie. La boulangerie semblait étrangement vide sans les visites d'André, même sachant maintenant qui il était réellement. Les nouvelles sur les transformations dans les entreprises d'Édouard Mercier gagnaient de plus en plus d'importance, avec des spécialistes essayant de comprendre le soudain changement de direction de l'un des plus grands conglomérats du pays. Un mai. Matin particulièrement agité à l'hôpital, Marie trouva une enveloppe dans son casier au vestiaire. À l'intérieur, il y avait une clé et une adresse, avec un mot écrit à la main. « J'aimerais que vous voyiez quelque chose d'important. Quand vous serez prête. Et M. » Après son service, poussée par un mélange de curiosité et d'appréhension, Marie se rendit à l'adresse indiquée. C'était un bâtiment simple dans le centre-ville, différent de ce qu'elle aurait imaginé comme propriété d'Édouard Mercier. Utilisant la clé, elle entra dans une salle au rez-de-chaussée et resta paralysée par ce qu'elle vit. Les murs étaient couverts de projets architecturaux, de photographies et de documents. Au centre, une grande maquette montrait ce qui semblait être un complexe de santé intégré. Sur l'un des panneaux, elle reconnut son propre visage. C'était une photo d'elle soignant un patient pendant son stage, complètement absorbée dans son travail. « C'est le projet dont je suis le plus fier jusqu'à présent. » La voix d'Édouard résonna derrière elle. Il se tenait à la porte sans déguisement, vêtu de vêtements simples mais élégants. « Qu'est-ce que tout cela ?» demanda Marie, encore en train de traiter les informations visuelles autour d'elle. « C'est le futur institut de santé communautaire, expliqua-t-il, s'approchant avec précaution. Un centre qui intégrera des soins médicaux de qualité, une formation professionnelle et de la recherche, le tout orienté vers des communautés qui, normalement, n'auraient pas accès à ces ressources. » Marie parcourut lentement la salle, observant chaque détail. Il y avait des études sur les besoins de santé de la région, des propositions de partenariat avec des universités, des programmes de bourse pour des étudiants comme elle. « Pourquoi me montrez-vous cela ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant, légèrement. « Parce que chaque aspect de ce projet a été inspiré par ce que j'ai appris de vous, » répondit Édouard, maintenant une distance respectueuse. « La façon dont vous équilibrez empathie et professionnalisme, comment vous voyez? Au-delà des apparences, comment vous transformez les difficultés en motivation? Vous m'avez enseigné que la vraie richesse consiste à faire la différence dans la vie des gens. » Marie s'arrêta devant un tableau qui montrait le calendrier du projet.
Et qu'attendez-vous de moi? Rien, répondit-il promptement. Je ne vous montre pas cela pour vous impressionner ou pour me racheter. Je veux simplement que vous sachiez que cette nuit-là, quand vous avez tendu la main à un inconnu dans la rue, ce n'était pas seulement un acte de bonté. C'était le début d'une transformation bien plus grande. Le silence qui suivit fut interrompu par le téléphone de Marie. C'était Luc demandant où elle était. Le message la ramena à la réalité, lui rappelant toutes les responsabilités et complexités de sa vie. « Je dois partir, dit-elle, se dirigeant vers la porte. « Marie, appela doucement Édouard. Je sais que j'ai brisé votre confiance avec mon déguisement, mais tout ce que nous avons vécu à la boulangerie, chaque conversation, chaque moment, c'était la première fois de ma vie que je pouvais être vraiment moi-même. » Elle s'arrêta, tira la porte sans se retourner. « Et qui êtes-vous vraiment, Édouard? André ou quelqu'un entre les deux? Je suis quelqu'un en construction, répondit-il honnêtement. Quelqu'un qui apprend que la vie n'est pas faite de titres ou de comptes bancaires, mais de moments vrais et de personnes réelles. Et cela, j'ai appris cela de vous. » Le retour à la routine de la boulangerie fut plus difficile que Marie ne l'imaginait. Chaque client qui entrait semblait porter avec lui le souvenir des longues conversations avec André. Les tasses de café servies portèrent le poids des confidences échangées, des sourires partagés, des demi-vérités. « Tu dois lui donner une chance de s'expliquer correctement », insistait Luc pendant le petit déjeuner. Édouard a peut-être caché qui il était, mais il n'a jamais feint ce qu'il ressentait. Marie remuait distraitement son café, évitant le regard de son frère. « Ce n'est pas si simple, Luc. Il a construit toute une vie parallèle, un personnage complet. Et tu ne t'es jamais demandé pourquoi ?» intervint Bernadette, s'asseyant avec eux à table. « Pourquoi un homme avec tout l'argent et le pouvoir du monde choisirait de passer ses nuits dans une simple boulangerie, conversant avec une étudiante en soins infirmiers ?» La question flotta dans l'air, lourde de signification. Marie se souvint de toutes les fois où elle avait perçu une vulnérabilité authentique dans les yeux d'André, de comment il semblait véritablement intéressé par ses histoires sur l'université, les patients, les petites victoires et frustrations du quotidien. Le téléphone de Marie vibra, c'était un message d'Édouard. « L'Institut a besoin d'une consultation sur la structure du service d'urgence. J'aimerais entendre votre expérience, si vous êtes disposé, seulement professionnellement. » Elle fixa l'écran pendant de longues minutes. Luc, espionnant par-dessus, son épaule sourit. Il essaie, Marie, à sa manière, mais il essaie. « Et si ce n'était qu'un autre rôle qu'il interprète ?» questionna-t-elle, plus pour elle-même que pour son frère. « Ma fille, » appela doucement Bernadette, « parfois les gens ont besoin de porter des masques, non pour tromper les autres, mais pour se protéger, pendant qu'ils trouvent le courage d'être eux-mêmes. » À l'université, Marie découvrit que l'Institut de santé communautaire était déjà un sujet de discussion parmi les professeurs et les étudiants. Le projet révolutionnait la façon dont on pensait les soins de santé publique dans la région. Certains de ses camarades avaient déjà été sélectionnés pour des programmes de stage rémunérés dans la nouvelle institution. Pendant un cours pratique, sa professeure de soins infirmiers communautaires l'appela à part. « Marie, tu connais l'initiateur de l'Institut, n'est-ce pas ? Édouard Mercier a participé personnellement aux réunions de planification et je l'ai entendu mentionner ton nom à plusieurs reprises. » Marie sentit son visage chauffer. « Nous nous connaissons superficiellement, répondit-elle évasivement. Eh bien, superficiel ou non, il valorise clairement ta perspective. Tout le projet semble avoir été pensé à partir de la réalité d'étudiants et de professionnels comme toi, des personnes qui comprennent dans la pratique les défis de la santé publique. » Cette nuit-là, après son service à la boulangerie, Marie trouva une nouvelle enveloppe dans son casier. À l'intérieur, il y avait seulement une vieille photo, Édouard encore adolescent, aux côtés d'une dame en blouse blanche dans un couloir d'hôpital. Au dos de la photo, un message « Ma mère avant de partir. Elle était infirmière, comme vous. Elle fut la dernière personne à me voir vraiment tel que j'étais, jusqu'à ce que je vous rencontre cette nuit-là. » Marie s'assit dans le vestiaire vide, la photo tremblant dans ses mains. Elle se souvint de toutes les fois où André avait démontré une connaissance surprenante des procédures hospitalières, de comment ses yeux brillaient quand elle parlait de ses gardes, de comment il semblait sincèrement ému en voyant des patients sortir guéris. Son téléphone vibra à nouveau, un autre message d'Édouard.
Je ne vous demande pas de me pardonner ou de comprendre. Je voulais juste que vous sachiez que, de toutes les versions que j'ai été obligé d'être dans la vie, la plus vraie a été celle que vous avez connue pendant les nuits à la boulangerie. » Dans la chambre voisine, Luc souriait en suivant les dernières nouvelles. Sur l'Institut, les anciens associés d'Édouard étaient furieux des changements, menaçant de procès et de représailles. Mais pour chaque critique, surgissaient des dizaines d'histoires positives, des familles bénéficiaires, des étudiants avec de nouvelles opportunités, des professionnels réalisant des rêves qui semblaient impossibles. Parfois, pensa Luc, il faut perdre tout ce qu'on a pour trouver tout ce qu'on est. La décision de Marie de visiter l'Institut ne fut pas facile. Elle passa des heures à répéter mentalement ce qu'elle dirait, comment elle se comporterait, comment elle maintiendrait la distance professionnelle qu'elle s'était imposée depuis la découverte de la véritable identité d'Édouard. Mais les mots de sa grand-mère résonnaient dans son esprit. Parfois les masques protègent des cœurs en reconstruction. Le bâtiment de l'Institut impressionnait non par le luxe, mais par la fonctionnalité. Chaque espace avait été pensé pour optimiser les soins et le confort des patients. À l'accueil, une dame âgée commentait avec animation à sa fille combien elle n'avait jamais été traitée avec autant de dignité dans un service de santé. « Mademoiselle, Martin ?» Une réceptionniste l'appela. « Monsieur Mercier vous attend dans la salle de réunion du 2e étage. » Dans l'ascenseur, Marie respira profondément, essayant d'organiser ses pensées. Les murs affichaient des photographies de professionnels de santé en action. Pas des photos posées ou artificielles, mais des moments réels de soins et de dévouement. Dans l'une d'elles, elle reconnut Madame Josette de la boulangerie, souriant, tandis qu'elle recevait des soins. Édouard l'attendait dans une salle simple, sans ostentation. Il portait une chemise basique et un jean, un compromis entre l'André de la boulangerie et l'Édouard Mercier des magazines d'affaires. Son sourire était hésitant, presque timide. « Merci d'être venu, » dit-il, indiquant une chaise. « Je promets que ce sera strictement professionnel. » Marie acquiesça, s'asseyant. Sur la table, des plans détaillés du service d'urgence attendaient son analyse. Pendant près de 2 heures, ils discutèrent des flux de soins, de la disposition, des équipements, des besoins spécifiques des équipes infirmières. Édouard notait chaque observation avec une attention sincère. « Vous comprenez vraiment les hôpitaux ?» commenta-t-elle à un moment, se rappelant la photo qu'il avait partagée. « J'ai grandi dans les couloirs de l'hôpital où ma mère travaillait, » répondit-il, son regard distant pendant un moment. Elle disait toujours qu'un hôpital n'est pas fait de murs et d'équipements, mais de personnes qui se soucient des autres. J'ai perdu cela de vue pendant longtemps, poursuivant des chiffres et du statut. Marie observa comme ses mains tremblaient, légèrement en parlant de sa mère. C'était le même tremblement qu'elle avait remarqué tant de fois dans les mains d'André durant leur conversation à la boulangerie. « Pourquoi avez-vous choisi cette boulangerie ?» demanda-t-elle soudainement. « De tous les endroits où vous auriez pu vous cacher ?» Édouard sourit, un sourire authentique qu'elle connaissait bien. « Je n'ai pas choisi la boulangerie. J'ai choisi de retourner à l'endroit où quelqu'un, pour la première fois depuis des années, m'a vu comme une personne, pas comme une valeur nette. » Le silence qui suivit fut interrompu par une agitation dans le couloir. Un groupe de cadres entra brusquement dans la salle, mené par Hélène Rothschild. Ses yeux étincelèrent en voyant Marie. « Alors c'est pour ça que tu es devenu fou !» lança Hélène, son ton chargé de dédain. « Tu as échangé tout ce que nous avons construit pour ça. » Édouard se leva calmement. « Hélène, c'est une réunion privée sur des aspects techniques de l'Institut. Si tu veux discuter affaires, prends rendez-vous avec mon secrétariat. » « Affaires. » Elle rit amèrement. « Tu es en train de détruire des affaires, jetant un empire par terre à cause d'une crise humanitaire inspirée par une serveuse. » Marie se leva aussi, sa voix étonnamment ferme. « Infirmière. Je suis infirmière. Diplômée dans 3 mois. Et contrairement à vous, Madame Rothschild, certaines personnes construisent des empires non d'argent, mais de vie transformée. » Les mots de Marie résonnèrent dans la salle de réunion, laissant un silence dense dans l'air. Hélène Rothschild, pâlit, ses yeux parfaitement maquillés se rétrécissant de fureur contenue. Les cadres qui l'accompagnaient échangèrent des regards mal à l'aise. « Tu n'as aucune idée de ce qui est en jeu ici, petite, » siffla Hélène, retrouvant sa contenance. « Édouard est en train de jeter le travail de génération à cause d'un moment de faiblesse. » « Faiblesse ?» intervint Édouard,
sa voix calme mais ferme. « Pour la première fois de ma vie, je suis assez fort pour être qui je suis vraiment, Hélène, pour honorer l'héritage qui compte vraiment. » Marie commença à rassembler ses notes sur le service d'urgence, sentant qu'elle devrait partir. Cette dispute n'était pas la sienne, ce monde n'était pas le sien. Mais avant qu'elle ne puisse atteindre la porte, la voix d'Hélène l'arrêta. « Vous voulez connaître la vérité sur votre prince charmant du peuple ?» provoqua-t-elle, sortant une enveloppe de son sac de marque. « Voici le véritable Édouard Mercier. » L'enveloppe contenait des photos, des dizaines. Édouard à des fêtes luxueuses, sur des yachts, à des événements caritatifs où l'objectif réel était d'exhiber bijoux et vêtements de marque. Sur chaque image, il souriait de ce sourire artificiel que Marie reconnaissait maintenant si bien. « C'est toi, continua Hélène, étalant les photos sur la table. Le vrai Édouard Mercier, pas cette farce de bienfaiteur social que tu essaies d'interpréter. » Marie regarda les photographies, mais au lieu de choc ou de déception, elle ressentit une vague de compréhension encore plus grande. Dans chaque image, à travers le sourire répété et la pose parfaite, elle voyait le même vide qu'elle avait trouvé cette nuit-là sur le trottoir. « Vous vous trompez, » dit doucement Marie, surprenant tout le monde. Ces photos ne montrent pas le vrai Édouard. Elles montrent quelqu'un qui a passé toute sa vie à essayer d'être ce que les autres attendèrent de lui. Édouard la regarda intensément, ses yeux brillants d'émotion contenue. Hélène rit, un son froid et calculé. « Et tu penses le connaître après quelques conversations dans une boulangerie de quartier ?»« Non, » répondit Marie, gardant son calme. « J'ai connu quelqu'un qui, pour la première fois, a eu le courage d'être vulnérable, de montrer ses doutes, d'admettre qu'il était perdu. Et vous savez ce qui est le plus intéressant, Madame Rothschild? C'est justement quand il n'avait rien à montrer qu'il a révélé sa plus grande valeur. » Luc, qui était arrivé silencieusement à la porte de la salle pendant la discussion, sourit en entendant les mots de sa sœur. Il tenait un dossier avec des documents, les résultats de ses derniers examens, montrant une amélioration significative grâce au nouveau traitement qu'il avait pu obtenir via l'Institut. « Messieurs, » Édouard s'adressa au cadre, sa posture sereine. « Comme je l'ai déjà communiqué formellement, les changements dans l'orientation des entreprises sont irrévocables. L'Institut n'est pas un caprice ou une phase, c'est la réalisation d'un objectif que j'aurais dû découvrir il y a longtemps. » Hélène avança furieuse. « Tu vas le regretter, Édouard, quand le Conseil saura. »« Le Conseil sait déjà, » interrompit Luc, entrant dans la salle. « En fait, ils sont assez impressionnés par les résultats de l'Institut. Les actions de responsabilité sociale ont augmenté la valeur des entreprises de 30% au dernier trimestre. » Tous se tournèrent vers le jeune homme surpris. Luc continua sa voix ferme malgré son âge. « Ah, et ce reportage que vous prévoyez de publier tentant de discréditer l'Institut? Je pense que les journalistes seraient beaucoup plus intéressés de savoir comment l'ancienne direction surfacturait les contrats d'équipement hospitalier. » Hélène pâlit encore plus, son regard alternant entre Luc et Édouard. « Comment as-tu... » « Disons que passer tant de temps dans les hôpitaux m'a appris à prêter attention aux détails, » répondit Luc avec un sourire serein. « Y compris au prix absurde des équipements de base qui, curieusement, venaient toujours des entreprises de votre famille, Madame Rothschild. » Hélène sortit de la salle comme un ouragan, ne laissant derrière elle que l'écho de ses talons, coûteux sur le sol de l'hôpital et une traînée de parfums importés. Les cadres la suivirent précipitamment, murmurant des excuses embarrassées. Le silence qui s'établit était différent maintenant, plus léger, comme l'air après un orage. « Comment as-tu découvert tout cela ?» demanda Marie à son frère, essayant encore de comprendre ce qui venait de se passer. Luc sourit, s'asseyant avec précaution sur l'une des chaises. « Quand tu passes autant de temps dans les hôpitaux, tu finis par connaître des gens, entendre des histoires. Quelques infirmiers plus âgés m'ont parlé des systèmes de surfacturation. J'ai juste eu à assembler les pièces. » Édouard regardait le jeune homme avec un mélange d'admiration et de gratitude. « Tu es vraiment extraordinaire, Luc, mais tu n'aurais pas dû t'impliquer dans tout ça. Hélène peut être dangereuse quand elle est contrariée. Plus dangereux est de laisser des personnes comme elle continuer à manipuler le système de santé comme s'il s'agissait d'un jeu de Monopoly, » répondit Luc avec une maturité qui surprit tout le monde. « De plus, je vous devais bien ça à vous deux. » Marie fronça les sourcils. « À nous deux ?»« Oui, » poursuivit Luc,
ses yeux brillant d'une sagesse au-delà de son âge. « Toi, Marie, tu as toujours été mon héroïne. Tu as tout sacrifié pour prendre soin de moi. Tu ne t'es jamais plainte. Tu n'as jamais abandonné. Et vous, Édouard, quand vous auriez pu simplement retourner à votre vie de luxe après cette nuit-là, vous avez choisi le chemin le plus difficile, celui de la vérité. » Édouard s'approcha de la fenêtre, observant l'activité de l'hôpital en bas. Des patients entrant et sortant, des familles attendant des nouvelles, des professionnels de santé dans leur routine inlassable de soins. « Savez-vous ce qui est ironique ?» commenta-t-il, sa voix douce. « J'ai passé des années à construire, un empire financier, mais je ne me suis jamais senti aussi riche que lors des nuits dans cette boulangerie, parlant de rêves et de peurs avec une étudiante en soins infirmiers. » Marie sentit son cœur s'accélérer. Elle s'approcha de lui, observant la même scène par la fenêtre. « Et je ne me suis jamais senti aussi millionnaire qu'en pouvant aider un inconnu sur un trottoir, sans rien attendre en retour. » Luc observait l'interaction des deux avec un sourire discret. Il se leva silencieusement, se dirigeant vers la porte. « Bien, je pense que vous avez beaucoup à vous dire, et j'ai une séance de physiothérapie à ne pas manquer. » Avant de sortir, il se retourna une dernière fois. « Ah, et Édouard, ce café avec tartines grillées que vous aimiez tant à la boulangerie, Madame Josette m'a appris la recette. On pourrait essayer de le faire un de ces jours chez nous. » Quand la porte se referma derrière Luc, Marie et Édouard se retrouvèrent seuls à nouveau. Le silence entre eux était chargé de mots non dits, de sentiments qui avaient grandi pendant les nuits à la boulangerie et survécu à la révélation des masques. « Marie, » commença Édouard, sa voix tremblant légèrement. « Je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit, mais... » « Chut !» l'interrompit-elle doucement. « Parfois, nous n'avons pas besoin de demander quoi que ce soit. Parfois, nous devons juste être assez courageux pour être qui nous sommes, vraiment. » Dehors, la ville continuait son rythme frénétique. Mais dans cette salle, deux personnes qui s'étaient rencontrées une nuit de vulnérabilité découvraient que parfois, les recommencements les plus vrais naissent quand tous les masques tombent. Les semaines suivantes apportèrent des changements significatifs dans la vie de tous. L'Institut de santé communautaire grandissait non seulement en structure, mais principalement en impact social. Marie, maintenant officiellement impliquée comme consultante du projet, équilibrait ses derniers mois d'université avec un travail qui avait vraiment du sens. Un samedi après-midi, alors qu'elle organisait sa dernière présentation pour le jury de fin d'études, elle reçut une visite inattendue à la boulangerie. Madame Josette accourut de la cuisine, les yeux brillants d'émotion. « Marie, tu dois voir ça !» s'exclama la dame, l'entraînant vers la petite télévision qui se trouvait dans le coin de l'établissement. À l'écran, Édouard donnait une interview pour une émission dominicale. Mais ce n'était pas l'Édouard des anciens reportages, avec son costume impeccable et son sourire répété. C'était un homme serein, vêtu avec une élégance simple, parlant avec passion de transformation sociale. « Le vrai succès ne réside pas dans les chiffres d'un compte bancaire, disait-il, aux journalistes. Il est dans les sourires des patients qui reçoivent un traitement digne, dans l'espoir des étudiants qui peuvent suivre leurs rêves, dans la dignité rendue aux personnes. » Le journaliste, clairement intrigué, demanda à propos du changement drastique dans sa vie. Certains disent que c'était une dépression nerveuse, d'autres parlent de crise existentielle. Que s'est-il vraiment passé lors de ce mariage, monsieur Mercier? Édouard sourit, un sourire que Marie connaissait bien, le même qu'elle voyait pendant les nuits à la boulangerie. Il s'est passé que j'ai finalement compris ce que ma mère a essayé de m'enseigner toute sa vie comme infirmière, que notre valeur ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous pouvons faire pour les autres. La caméra se concentra sur une vieille photo, la même qu'Édouard avait partagée avec Marie, de lui adolescent aux côtés de sa mère à l'hôpital. Cette photo a été prise le dernier jour où j'ai travaillé comme bénévole à l'hôpital où elle exerçait. Après cela, je me suis perdu dans des ambitions vides, des apparences, un monde qui confond prix et valeur. Marie sentit des larmes se former dans ses yeux. Madame Josette, qui regardait attentivement à ses côtés, serra sa main avec affection. « Et qu'est-ce qui vous a fait retrouver votre chemin ?» demanda le journaliste. « Un acte de bonté, répondit simplement Édouard. Quelqu'un qui, sans savoir qui j'étais, sans rien attendre en retour, m'a tendu la main quand j'étais à mon moment le plus vulnérable.
Cette personne m'a enseigné que la vraie richesse réside dans les gestes simples, dans le courage d'être authentique, dans la capacité de voir au-delà des apparences. À la boulangerie, d'autres clients s'approchèrent de la télévision, attirés par l'histoire. Certains commentaient les changements que l'Institut avait apportés au quartier, comment les soins médicaux s'étaient améliorés, les opportunités qui apparaissaient pour les jeunes de la région. Il n'a pas mentionné « votre nom », observa Madame Josette à voix basse, « mais nous savons tous qui est son ange gardien. » Marie essuya discrètement une larme. « Ce n'est pas moi qui l'ai sauvé, Madame Josette. Cette nuit-là, nous nous sommes sauvés mutuellement. Je lui ai simplement rappelé qui il était vraiment, et il m'a montré que nos rêves, aussi simples qu'ils paraissent, ont le pouvoir de transformer des réalités. » L'interview continua, Édouard détaillant les projets de l'Institut, les programmes de bourse pour les étudiants en médecine et soins infirmiers, les partenariats avec les universités publiques. Dans chaque mot, dans chaque geste, Marie reconnaissait non pas le millionnaire Édouard Mercier, ni le client mystérieux André, mais l'homme qui avait trouvé sa véritable essence dans le chemin entre ces deux extrêmes. Son téléphone vibra avec un message de Luc. « Tu vois, parfois les contes de fées modernes n'ont pas besoin de châteaux ou de carrosses. Parfois ils se produisent dans des boulangeries de quartier avec des tasses de café simples et des cœurs honnêtes. » La semaine de l'obtention du diplôme de Marie arriva, apportant avec elle une énergie spéciale. Le petit appartement de la famille Martin était en effervescence avec les préparatifs. Bernadette cousait quelques ajustements sur la toge qu'ils avaient réussi à emprunter, tandis que Luc organisait une surprise spéciale pour sa sœur. « Tu es sûr qu'elle ne se doute de rien ?» demanda Édouard, qui était arrivé discrètement pour aider aux préparatifs. « Absolument » répondit Luc, souriant tout en arrangeant quelques vieilles photos sur un panneau. Marie est tellement concentrée sur sa présentation finale qu'elle remarque à peine ce qui se passe autour d'elle. Les photographies racontaient une histoire de persévérance. Marie, encore enfant, prenant soin de son petit frère, ses premiers jours de travail à la boulangerie, des moments d'études tard dans la nuit, ses premières expériences en stage. Et maintenant, de nouvelles images s'ajoutaient à la collection. Elle orientant l'équipe de l'Institut, présentant des projets, faisant la différence dont elle avait toujours rêvé. « Tu as transformé sa vie autant qu'elle a transformé. T'as la tienne » commenta Bernadette, observant Édouard aider Luc avec la décoration. « Madame Bernadette, répondit-il avec humilité, votre petite fille m'a enseigné la vraie signification de la richesse. Avant elle, j'avais tout ce que l'argent pouvait acheter, mais j'étais complètement vide. » La vieille dame sourit, ses mains expérimentées continuant le travail sur la toge. « Sais-tu ce qui m'impressionne le plus chez toi, mon garçon? Ce n'est pas ce que tu as fait avec ton argent ou ton influence. C'est comment tu as choisi de recommencer à zéro, assis dans cette boulangerie nuit après nuit, réapprenant à être humain. » La conversation fut interrompue par le bruit des clés dans la porte. Marie arrivait. Rapidement, Édouard prit congé, sortant par l'arrière comme convenu. La surprise devait attendre le bon moment. « Comment s'est passée la dernière orientation ?» demanda Luc, dissimulant l'agitation précédente. Marie se laissa tomber sur le canapé, épuisée mais heureuse. « C'était incroyable. Vous ne croirez pas le thème que j'ai choisi pour ma présentation finale. Raconte-nous, ma fille », encouragea Bernadette, cachant précipitamment la toge. « L'humanisation des soins de santé, comment de petits gestes peuvent transformer des vies », annonça Marie, ses yeux brillants. « Je vais utiliser l'Institut comme étude de cas, montrant comment un projet né d'un moment d'empathie sincère révolutionne la façon dont nous pensons les soins publics. » Luc et Bernadette échangèrent des regards complices. Si Marie savait qu'à ce moment précis, des dizaines de professionnels de l'Institut, des patients bénéficiaires et ses anciens collègues de la boulangerie s'organisaient pour une surprise à l'heure de sa remise de diplôme. « Tu sais ce qui est le plus incroyable ?» continua Marie, perdue dans ses pensées. « Tout a commencé par un geste si simple. Aider quelqu'un dans la rue, offrir un peu d'eau, un moment d'écoute. Et regarde ce que c'est devenu !» compléta Luc, observant par la fenêtre le coucher de soleil qui teignait le ciel de tons dorés. Parfois, une seule goutte de bonté peut causer des vagues de transformation que nous n'imaginons même pas. Marie serra son frère dans ses bras, remarquant comme il était plus fort, plus sain grâce au nouveau traitement.
Elle regarda sa grand-mère qui, même fatiguée, maintenait ce sourire serein de quelqu'un qui savait que tout se déroulait exactement comme cela devait être. « Demain est le grand jour », murmura-t-elle, sentant le poids de cette réalisation. Ce n'était pas seulement une remise de diplôme, c'était l'aboutissement d'un voyage qui avait transformé non seulement sa vie, mais celle de tant d'autres personnes. L'amphithéâtre de l'université était bondé le jour de la remise des diplômes. Marie, ajustant la toge empruntée qui avait mystérieusement été parfaitement adaptée à sa taille, respira profondément avant de monter sur scène pour sa présentation finale. Au premier rang, Luc et Bernadette souriaient avec encouragement. L'humanisation des soins de santé n'est pas seulement un concept théorique, commença-t-elle, sa voix ferme malgré la nervosité. C'est une révolution silencieuse qui se produit dans chaque geste de soin, dans chaque regard de compréhension, dans chaque moment où nous choisissons de voir l'être humain au-delà du patient. Tandis qu'elle développait sa présentation, la porte du fond de l'amphithéâtre s'ouvrit silencieusement. Édouard entra discrètement, accompagné par Madame Josette et plusieurs employés de la boulangerie. Derrière eux, des patients de l'Institut, certains en fauteuil roulant, d'autres appuyés sur des cannes. Tous là pour témoigner de ce moment. Le cas de l'Institut de santé communautaire nous montre que des transformations profondes peuvent commencer par des gestes simples, continua Marie sans remarquer le mouvement au fond de l'amphithéâtre. Un projet né de la compréhension que la santé n'est pas un privilège, c'est un droit. Et que ce droit se réalise non seulement à travers des équipements de pointe, mais principalement à travers des professionnels qui n'ont pas perdu leur capacité à s'émouvoir de la douleur de l'autre. Dans le public, une dame âgée essuyait discrètement des larmes. C'était l'une des premières patientes bénéficiaires de l'Institut qui travaillait maintenant comme bénévole, accueillant d'autres patients. À ses côtés, un groupe d'étudiants, boursiers du projet, écoutait attentivement, reconnaissant en Marie la même détermination qui les motivait à poursuivre leurs rêves. « Mais qu'est-ce qui fait vraiment la différence ?» demanda Marie, ses yeux brillants d'émotion. « Sont-ce les grands investissements, les équipements modernes, les nouveaux bâtiments? Oui, tout cela est important. Mais le vrai différentiel se trouve dans quelque chose de beaucoup plus simple et en même temps beaucoup plus précieux, dans notre capacité à être des humains prenant soin d'humains. » Elle fit une pause, prenant une gorgée d'eau. C'est alors que ses yeux parcoururent enfin l'amphithéâtre complet et qu'elle vit, dans les derniers rangs, des dizaines de visages familiers. Des patients qu'elle avait soignés, des collègues de la boulangerie, des employés de l'Institut. Et parmi eux, Édouard, sans déguisement, les yeux embués de fierté. « Il y a quelques mois, continua-t-elle, sa voix s'altérant légèrement, j'ai appris la leçon la plus importante de ma future profession. Ce n'était pas dans les livres d'anatomie, ni dans les cours de procédure. C'était lors d'une nuit ordinaire, quand j'ai choisi de m'arrêter pour aider quelqu'un qui semblait avoir besoin seulement d'un peu d'eau et d'attention. » Un murmure de reconnaissance parcourut l'amphithéâtre. L'histoire de la rencontre qui avait donné naissance à l'Institut était déjà connue de beaucoup, bien que peu savaient que l'étudiante en soins infirmiers de l'histoire était Marie. Ce qui s'est passé après cette nuit est un rappel puissant de comment de petits gestes peuvent générer des vagues de transformation. L'Institut n'est pas seulement un centre de santé, c'est la preuve vivante que lorsque nous choisissons d'agir avec humanité, même dans les plus petites actions, nous pouvons déclencher des changements qui affectent des générations. La fin de la présentation, l'amphithéâtre explosa en applaudissements. Luc fut le premier à se lever, suivi par tous les présents. Marie vit sa grand-mère pleurant ouvertement, Madame Josette saluant avec enthousiasme, les patients de l'Institut, applaudissant avec émotion. Le jury délibéra à peine. Au-delà de la présentation impeccable, l'impact réel du travail de Marie était visible sur les visages de toutes ces personnes venues l'honorer. Quand ils annoncèrent son approbation avec mention maximale, l'amphithéâtre explosa à nouveau en célébration. Mais la plus grande surprise était encore à venir. Tandis que Marie recevait les félicitations des professeurs, Luc monta sur scène avec un microphone, un sourire espiègle sur son jeune visage. Luc ajusta le microphone, sa voix jeune mais assurée résonnant dans l'amphithéâtre. « Tout le monde connaît ma sœur comme l'étudiante exemplaire, la professionnelle dévouée que nous venons de voir briller sur cette scène. Mais aujourd'hui, je veux raconter une histoire différente. » Marie regarda son frère confuse, au fond de l'amphithéâtre,
Édouard avança de quelques pas, tandis que Madame Josette distribuait discrètement de petites enveloppes parmi les « présents ». Il y a quelques mois, continua Luc, par une nuit froide, une jeune travailleuse rentrait chez elle après un service épuisant. Elle était fatiguée, préoccupée par les factures, l'université, le traitement de son frère malade. Mais malgré tout, elle s'est arrêtée. Arrêtée pour aider un inconnu qui semblait avoir tout perdu. L'amphithéâtre devint complètement silencieux. Marie sentit ses jambes trembler, comprenant ce qui allait suivre. Ce que ma sœur ne savait pas, c'est que ce moment de bonté spontanée planterait la graine de quelque chose de bien plus grand. Cet inconnu n'était pas seulement un homme en difficulté, c'était quelqu'un qui s'était perdu de lui-même et, grâce à sa gentillesse, a retrouvé son chemin. Édouard était maintenant plus proche de la scène, ses yeux fixés sur Marie. Madame Josette fit un signe, et un par un, les présents commencèrent à ouvrir leurs enveloppes. De l'intérieur, ils sortirent de petites lanternes LED. Mais ce n'est pas seulement une histoire de comment ma sœur a aidé quelqu'un, poursuivit Luc. C'est une histoire sur la façon dont un seul acte de bonté peut illuminer des chemins que nous n'imaginions même pas exister. Les lumières de l'amphithéâtre s'éteignirent doucement. Une à une, les petites lanternes commencèrent à s'allumer, créant un océan de points lumineux dans l'obscurité. Chaque lumière que vous voyez représente une vie touchée par ce qui a commencé cette nuit-là, expliqua Luc, sa voix chargée d'émotion. Des patients qui ont retrouvé leur dignité, des étudiants qui ont réalisé leurs rêves, des professionnels qui ont redécouvert leur vocation. Marie couvrit sa bouche de ses mains, des larmes coulant librement sur son visage. Édouard monta finalement sur scène, s'arrêtant aux côtés de Luc. « Marie, dit-il, sa voix résonnant dans l'amphithéâtre silencieux, tu m'as rendu bien plus que la dignité cette nuit-là. Tu m'as rappelé qui j'étais vraiment, qui je pouvais être, et regarde ce que ton geste a créé. » Il fit un geste vers le public illuminé. Chaque personne debout tenait sa lanterne et une carte avec un message personnel. Des histoires de comment l'Institut avait transformé leur vie. Le vrai miracle, continua Édouard, n'a pas été la création de l'Institut ou les vies que nous avons pu aider. Le miracle a été qu'une jeune étudiante, surchargée par ses propres problèmes, a choisi de s'arrêter et de tendre la main à un étranger. C'était toi qui as choisi de voir l'humanité là où d'autres n'auraient vu qu'un cas perdu de plus. Bernadette monta sur scène, apportant avec elle une vieille boîte. De l'intérieur, elle sortit le simple billet que Marie avait laissé à Édouard cette nuit-là. « J'espère que demain sera un meilleur jour. Courage. » Ce billet, dit Édouard, tenant le papier avec révérence, est encadré dans mon bureau. C'est mon rappel quotidien que les plus grandes transformations commencent par les gestes les plus simples. Luc sourit, reprenant le microphone. « Et maintenant, Frangine, c'est notre tour de te rendre un peu de ce que tu nous as enseigné. » Les lumières s'allumèrent, révélant une immense bannière. « Bienvenue dans ta nouvelle maison, Docteur Marie. » Directrice de l'humanisation de l'Institut de santé communautaire. Marie regarda Édouard incrédule, qui souriait gentiment. « L'Institut a besoin de quelqu'un qui n'oublie jamais son essence, » expliqua-t-il. « Quelqu'un qui sait que, parfois, tout ce dont un patient a besoin est un peu d'eau et une oreille. » Attentive. Un an passa depuis l'obtention du diplôme de Marie. L'Institut de santé communautaire s'était transformé en un modèle de soins humanisés, recevant des visiteurs de tout le pays intéressés à reproduire sa méthodologie. Mais pour Marie, l'endroit le plus spécial restait la petite boulangerie où tout avait commencé. Un soir particulier, elle organisa une réunion spéciale là-bas, après les heures d'ouverture. Madame Josette avait préparé le café exactement, comme dans le bon vieux temps, et l'arôme familier remplissait l'environnement décoré de fleurs simples et de bougies. « Tu es sûr que tu n'exagères pas ?» demanda Luc, aidant à arranger les tables. Son visage était en bonne santé, radieux. Le traitement avait été un succès complet. « Absolument, » répondit Marie, ajustant un petit vase de marguerite. « Cet endroit est une partie fondamentale de notre histoire. » Peu à peu, les invités commencèrent à arriver. D'abord Bernadette, portant une boîte mystérieuse, puis quelques patients, devenus des amis proches, des employés de l'Institut, des collègues de l'époque universitaire. Enfin, Édouard entra, semblant nerveux malgré son sourire serein. « Bonsoir à tous », commença Marie, sa voix douce mais ferme. « Je vous ai appelé ici aujourd'hui parce que cet endroit a une signification spéciale pour chacun de nous.
C'est ici que de nombreuses histoires se sont entrelacées, que des destins se sont transformés. Elle fit une pause, regardant autour d'elle. Chaque visage présent portait une partie du voyage qu'ils avaient partagé. Il y a 1 an, lors de cette remise de diplôme émouvante, j'ai reçu un cadeau incroyable, l'opportunité de continuer à faire la différence dans la vie des gens, à travers l'Institut. Mais aujourd'hui, je veux partager quelque chose d'encore plus spécial. Marie fit un signe et Luc apporta un grand panneau couvert. Quand le tissu fut retiré, tous virent des photos qui racontaient une histoire extraordinaire. La première rencontre sur le trottoir, les nuits à la boulangerie, des moments à l'hôpital, la remise de diplôme, des célébrations à l'Institut. Ce panneau sera exposé en permanence dans le hall de l'Institut, expliqua-t-elle, non pour raconter mon histoire ou celle d'Édouard, mais pour rappeler à tous ceux qui entrent là-bas que les plus grandes transformations commencent par les gestes les plus simples. Édouard s'approcha, ses yeux brillants d'émotion, et que parfois nous devons nous perdre complètement pour trouver notre vrai chemin. Mais il y a plus, continua Marie, faisant un geste vers Bernadette. Sa grand-mère ouvrit la boîte mystérieuse, révélant l'ancien tablier que Marie portait à la boulangerie, encadré avec le premier mot qu'elle avait laissé à Édouard. « Ce tablier restera ici, à la boulangerie », annonça-t-elle, « parce que c'est ici, entre tasses de café et conversations au cœur de la nuit, que nous avons appris notre leçon la plus précieuse, que la vraie richesse ne se mesure pas à des comptes bancaires, mais à des vies transformées. » Luc sourit, observant l'éclat dans les yeux de sa sœur et la façon dont Édouard la regardait. Un mélange d'admiration, de respect et quelque chose de plus profond qui avait grandi naturellement au long de cette année de travail conjoint. « Et maintenant, » continua Marie, sa voix tremblant légèrement, « je veux annoncer notre prochaine grande initiative, le programme de formation en humanisation des soins qui portera la méthodologie de l'Institut vers d'autres institutions en commençant par 10 hôpitaux publics de la région. » La nouvelle fut accueillie par des applaudissements enthousiastes. Édouard prit alors la parole, sa voix chargée d'émotion. « Mais nous ne sommes pas ici seulement pour célébrer des réussites professionnelles, » dit-il, se tournant vers Marie. « Nous sommes ici parce que, dans ce lieu simple, entre ces murs, qui ont été témoins de tant d'histoires, j'ai découvert le vrai sens de la richesse. Et c'est ici que je veux te poser une question. » Le silence qui suivit était chargé d'émotion. Édouard sortit de sa poche, non pas une boîte en velours avec une bague luxueuse, comme tous s'y attendaient, mais le même papier froissé que Marie lui avait remis cette nuit fatidique, maintenant soigneusement préservé. « Marie, » commença-t-il, sa voix altérée, « quand tu m'as donné ce billet, ce n'était pas seulement de l'eau et une voiture que tu offrais. C'était de l'humanité, c'était de l'espoir, c'était la chance de recommencer. Aujourd'hui, je veux te rendre non pas seulement une demande, mais une promesse. » Il déplia le papier avec soin, révélant qu'il avait écrit quelque chose au verso. « Que nous puissions continuer à construire des jours meilleurs ensemble, avec toute la force du monde. Je ne t'offre pas un conte de fées ou une vie de luxe, continua Édouard. Je t'offre un partenariat dans la vie, dans le travail, dans les rêves. Je te demande de continuer à transformer des vies ensemble, comme égaux, comme cela a toujours été depuis cette première nuit. » Marie prit le papier de ses mains tremblantes, reconnaissant sa propre écriture d'un côté et la promesse sincère de l'autre. Des larmes silencieuses coulèrent sur son visage, tandis qu'un sourire illuminait ses yeux. « Oui, » répondit-elle simplement. « Oui, pour tous les jours meilleurs que nous construirons ensemble. » La boulangerie explosa en applaudissements et embrassades. Madame Josette courut à la cuisine et revint avec une fournée spéciale de pain, exactement comme ceux qu'il demandait chaque nuit, commenta-t-elle en souriant à travers ses larmes. Luc serra sa sœur fort dans ses bras, murmurant à son oreille. « Tu vois, parfois les plus grands trésors sont cachés dans les nuits les plus sombres. » Bernadette observait la scène avec des yeux embués, son cœur débordant de gratitude. Sa petite fille avait non seulement réalisé ses rêves professionnels, mais avait trouvé quelqu'un qui l'appréciait exactement pour ce qu'elle était, sa force, sa bonté, sa capacité à voir le meilleur chez les gens. L'Institut continua de grandir, mais maintint son essence. À l'entrée, le panneau avec l'histoire de cette rencontre sur le trottoir rappelait à tous ceux qui entraient que les plus grandes transformations commencent par de petits gestes d'humanité.
À la boulangerie, le tablier encadré racontait silencieusement une histoire d'amour née entre tasses de café et conversations sincères. Marie et Édouard maintinrent leur routine simple, vivant dans un appartement confortable mais sans ostentation, près de l'Institut. Tous les mercredis, religieusement, ils dînaient chez Bernadette avec Luc, gardant vivants les liens familiaux qui avaient été le fondement de toute cette histoire. Et sur le bureau de Marie, dans son bureau à l'Institut, deux objets occupaient une place de choix, le billet original de cette nuit-là et une simple tasse de la boulangerie. Des rappels